L'humanité silencieuse, c'est donner la parole à des personnes agissant dans l'ombre, invisibles. C'est créer des ponts entre nous, des connexions et affirmer que l'humanité, c'est nous. Bonjour Philippe. Bonjour Magali. Merci de nous recevoir dans ton lieu de travail. Avec grand plaisir. Alors s'il y a une personne qui devait te présenter, qui te connaît bien, qu'est-ce qu'elle dirait de toi pour que je te rencontre ici et maintenant ? Elle dirait que je suis quelqu'un qui est ouvert à la discussion, qui aime bien parler, qui aime bien faire parler les gens aussi. Alors, ça me fait tout bizarre parce que d'habitude, je fais parler les gens, mais là, j'ai le sentiment bizarre qu'on va me demander de parler moi. Et je m'intéresse aux gens et aux choses. J'ai fait de la radio en 2 temps, c'est-à-dire j'ai commencé la radio dans les années 80, lorsqu'il y avait la bande FM qui émergeait. En l'occurrence, pour moi, ça a commencé en 85, à Paris, et puis sur des radios locales, etc., etc. J'ai arrêté la radio parce que à cette époque-là, c'est pas un métier. Les choses de la vie ont fait que j'ai fait des études, quelques études, même pour un animateur radio. Et j'ai eu une activité professionnelle qui a fait que, voilà, je me suis un peu détaché de la radio un petit moment, une petite quinzaine d'années, pour être chef des ventes. Et puis à un moment donné, on arrive à un âge et on se dit, je travaille pour vivre. Et moi, j'avais envie de travailler pour vivre, mais en plus d'être passionné par ce que je suis en train de faire. Très bêtement, sur les réseaux sociaux, j'ai mis un jour, je referai bien de l'antenne. Et c'est là que je me suis aperçu que mon expérience, avant celle de chef des ventes, avait peut-être marqué certaines personnes parce que j'ai eu des propositions et j'ai professionnalisé le truc et je refais de la radio depuis une bonne vingtaine d'années maintenant. Finalement, c'est quelque chose qui est dans ton ADN, comme une espèce de virus interne. C'est une véritable passion. C'est toujours ce truc, beaucoup d'animateurs radio sont dans le même cas que moi, sont hyper timides. Et le fait d'être dans un studio, de parler à des milliers, des millions de personnes parfois, et de les écouter, et de savoir qu'on est important pour eux parfois aussi, c'est pas égocentrique du tout, mais ça procure un bien-être vrai et sincère, de se dire qu'on peut faire plaisir aux gens. On l'apprend pas. Il y a des écoles de radio, il y a tout un tas de choses comme ça, mais comme d'autres métiers artistiques, parce que je considère que notre métier est artistique, on ne le fait pas par volonté peut-être de gagner de l'argent ou par volonté d'être vu, etc. Ça va jamais très très loin. On le fait vraiment par passion. Et toutes ces stars qu'on a de radio aujourd'hui, je pense à des mecs qui sont sur Fun, sur Europe 2 bientôt, etc., comme Bruno Guillon, Coé, ces gens-là sont des stars, mais sont de véritables passionnés de radio. On commencé la radio à 16 ans, comme moi, comme beaucoup, à aller faire ce qu'on appelle bouffer du micro et bouffer de l'antenne, c'est-à-dire de faire des 2, 3, 4, 5 heures d'antenne entre une émission de musette et une émission de rock, et faire de la radio et faire de la musique et faire toutes ces choses-là. Et c'est là où c'est vraiment un métier passionnant, passionné, et pour des gens qui se passionnent pour ce qu'ils font. Voilà, ça c'est important. Il y a beaucoup de techniques, c'est pas forcément ce qui nous passionne, mais il y a ce moment où on est à l'antenne, et c'est ça qui est passionnant, et c'est ça qui nous rend encore plus passionnés de ce qu'on fait. La radio, ton outil de travail, c'est ta voix ? C'est la voix, oui. La transmission ? C'est la voix, c'est la transmission, c'est aussi l'écoute. Parce que même si dans l'absolu on est écouté, enfin le but du jeu c'est que quand on est animateur radio, c'est pour être écouté. Si on n'écoute pas les gens, on ne peut pas être un bon animateur. Et on ne peut pas être, on peut pas être un bon communicant pour les gens qui d'un seul coup nous écoutent. Il faut que le mec qui est dans sa voiture ou la femme qui est chez elle ou au travail, il faut qu'elle puisse au moment où on dit une phrase, où on dit un mot, puisse se dire c'est à moi qu'il est en train de parler. Et ça, il n'y a que en écoutant les gens, mais les gens qui passent, parce que tout le monde se ressemble à un moment donné, tout le monde pense la même chose, etc., etc. Différemment, mais en tout cas, ils ont tous toutes ces choses-là. Et si on écoute les gens, eh ben, en fait, on sait ce qu'ils ont envie d'entendre et on sait à qui on parle. Moi, je sais qu'en fonction de l'intervention que j'ai à faire, je vais penser à une femme de 40 ans, je vais penser à un mec qui va aller prendre son travail de nuit, ou une mère qui laisse ses enfants parce qu'elle travaille à l'hôpital et puis qu'elle travaille de nuit aussi. Je pense à toutes ces personnes-là et en fait, on les découvre simplement parce qu'on les a à l'antenne en interview, parce qu'on les a à l'antenne pour des jeux, parce qu'on les croise dans la rue, parce qu'on les croise sur des manifestations, choses comme ça. Et c'est le fait d'écouter qui fait qu'on peut être un communicant avec eux. Et donc tu es dans l'intime finalement de l'autre. Oui, complètement. Et pourtant c'est un intime collectif quelque part, puisque on s'adresse à des auditeurs de partout. Mais chacun pense qu'on est en train de lui parler. Vous êtes au feu rouge, là, en ce moment, et vous vous demandez quand il va passer au vert. Et on sait
qu'à cet instant, il y a plein de personnes qui sont à un feu rouge et qui se demandent quand ça va passer au vert. Et en fait, c'est ça. C'est ça. Lorsqu'on dit bon courage pour votre travail ce matin, ou si vous partez travailler, bon courage, on sait qu'il y a plein de personnes qui, d'un seul coup, personne ne leur a dit, ni leur mari, ni leur femme, ni leur voisin, bon courage pour ta journée. Et là, d'un seul coup, il y a un mec ou une femme qui à cet instant, d'écoute, la personne se dit, oh, il est en train de me le dire à moi, ça. Voilà. Et c'est ça qui est passionnant. Mais être proche quand même, en tout cas, une reconnaissance de l'autre. Alors, les avis sont partagés entre animateurs radio, parce qu'on n'est pas tous les mêmes. J'accompagne quelqu'un, on a tous des problèmes dans notre vie, familiaux, financiers, de travail, de santé, de tout ce qu'on veut. Et si pendant 30 secondes, cette personne, elle peut oublier totalement ça, parce qu'elle est concentrée sur quelque chose que je viens de lui dire, c'est mon plaisir à moi. C'est pas le plaisir d'être connu. Voilà, c'est ce plaisir d'une anecdote d'une femme que je ne connais pas et que je n'ai jamais vue de ma vie sur une radio en Bourgogne qui m'envoie une lettre à la radio, en me disant merci. Voilà, super, merci. J'appelle cette dame. Je dis pourquoi vous me dites merci. Et en fait, cette dame, elle écoutait jamais cette radio sur laquelle je travaillais. Et en fait, un jour, elle va faire sa première chimio à l'hôpital de Dijon. Et elle se trompe de route, elle est en pleine panique, et elle appuie, et elle tombe sur la radio pour qui je travaillais, et j'ai dû dire une bêtise, ou j'ai dû dire, je sais pas, quelque chose qui l'a détendue. Et en fait, à chaque fois qu'elle allait faire ses séances de chimio, qui étaient toujours l'après-midi, eh ben en fait, elle écoutait la radio. Et quand elle a eu fini de faire ses chimios, qu'elle a eu sa rémission, elle a été persuadée que le fait qu'elle y aille détendue parce qu'elle m'écoutait faisait que... C'est plus peut-être l'intonation de voix que les mots. Il y a des médecines, il y a des médecins qui soignent, enfin il y a tout un tas de médecines chinoises, indiennes, etc., où en fait, je ne sais plus comment on appelle ça, mais les notes, les sons font que les gens peuvent se sentir bien. Et en fait, la radio, pour moi, c'est un peu ça. J'ai un Christophe Mahé, pour qui je fais gagner sur une autre radio 2 places carré or pour aller le voir en concert. C'était à l'Axone de Montbéliard, en l'occurrence, qui est comme un zénith, et je fais gagner un couple très heureux. Le mec qui gagne me rappelle, peut-être 3 semaines après, il me dit est-ce que j'ai le droit de revendre les places carré or? On avait pour, en gros, 250 €. Voilà, c'était un peu avant Noël. Je lui fais oui, mais c'est dommage, quoi. C'est Christophe Maé, il ne pouvait pas y aller, machin, etc. Et en fait, il travaillait dans une entreprise où la société, le patron était parti avec tout. C'est-à-dire que les mecs n'étaient pas payés depuis pratiquement 2 mois. Et en fait, il voulait revendre les places pour acheter des cadeaux à ses enfants. Et Christophe Mahé m'a redonné les 2 places, plus des places pour les enfants. Et en fait, c'est ça la radio. Qu'est-ce qu'à 20 ans, tu avais compris de la radio? Qu'est-ce qu'à 30, 40, 50? Alors, entre ces 2 périodes de radio, c'est-à-dire que quand je suis revenu à la radio, très honnêtement, j'ai eu peur, parce qu'en fait, en 15 ans, 20 ans, elle s'était vraiment professionnalisée, la radio. C'est-à-dire que c'était plus la radio d'avant, où chacun faisait ce qu'il voulait, parler quand il avait envie de vous, quand il voulait, où les pubs, il les envoyait s'il avait envie de les envoyer, enfin, tout le monde. Et d'un seul coup, entre 86 et 95, la radio était vraiment libre. À un moment donné, elle est devenue très professionnelle avec des structures commerciales et avec de l'argent, parce que ça génère énormément d'argent, la radio, publicité en matière de pub, etc. etc. Et c'est devenu très, très professionnel. Et j'avoue qu'au début, les 2 premières années où j'ai repris, j'ai imaginé et cru avoir fait l'erreur. Voilà, parce que je ne me retrouvais plus. Beaucoup de radio travaillaient ce qu'on appelle en voice track, c'est-à-dire qu'on enregistre des émissions. Voilà. Et il n'y a pas cette interaction avec les gens. Et c'est là que je me suis aperçu qu'en fait, ma passion de la radio, elle n'était pas dans le fait de parler dans un micro, elle était dans le fait d'avoir cette interaction avec les gens. Et après, j'ai refait des directs, et les radios ont changé un petit peu leur fusil d'épaule et ont retravaillé en faisant aussi avec des animateurs en direct, avec des interlocuteurs en direct, avec des auditeurs en direct, et même si on a des impératifs, toujours. Que dans ces rencontres, il y a l'autre qui raconte et toi tu reçois. Être empathique. Être vraiment empathique, et ça me permet d'être empathique dans ma vie en règle générale. L'empathie, elle passe par la vraie écoute, pas j'entends ce que vous êtes en train de me dire, mais je prends ce que vous êtes en train de me dire, et ça m'a appris ça. Chose
chose que je ne faisais peut-être pas avant. C'est-à-dire que dans mon ancien métier, j'écoutais les gens. J'étais obligé d'écouter les gens et j'écoutais les gens autour de moi, etc. Mais je les écoutais. Il faut après trouver le juste milieu de se mettre à leur place, de les écouter, de pouvoir comprendre, peut-être apporter des solutions, parce qu'il n'y a rien de plus ennuyant que d'essayer d'apporter des solutions à des gens qui pensent qu'il n'y en a pas. Il n'y a peut-être pas de solution aujourd'hui, mais demain ou après-demain, il y en aura peut-être une. Il y a des émissions qui le font très bien sur RTL, Caroline Dublanche, par exemple, où elle est adorable, où elle est vraiment dans l'empathie, elle discute, et on sent que les gens parlent avec elle, discutent avec elle, elle les écoute vraiment. Elle donne pas des solutions, elle donne son avis sur ce qu'elle ferait, elle, si elle était eux. Et c'est plus intéressant que « oui, tu devrais ». C'est un vrai instrument pour toi, Ouais. la voix? Oui, c'est un vrai instrument. C'est un vrai instrument et tout à chacun, lorsqu'on entend une voix à la radio, dans un film, dans une pub, il y a des voix qui nous agacent, il y a des voix qui nous rassurent, il y a des voix qui nous reposent. J'ai un truc, le soir, quand j'arrive pas à dormir, je me mets un reportage. C'est très bête, hein. et je me laisse bercer. Tu fais des exercices pour ta voix, non? Non, je la protège autant que je peux. C'est-à-dire que j'ai des petits indices quand je sais que je tire trop dessus. Mais la voix que j'ai, elle est venue, elle est comme ça. Alors je sais que parfois je suis un allergique de nature, donc des fois j'ai mon nez qui se bouche un peu, donc ça s'entend. Voilà. Mais non, elle est venue. J'ai aucun exercice. Et ma voix que j'ai dans ma vie de tous les jours, et les gens qui me connaissent, la voix que j'ai, c'est la même. Que tu as à la radio? Ah oui, je suis pas en train de faire oui, vous êtes en direct là en ce moment. Non. Vous êtes en direct en ce moment. Mais je parle comme dans ma vie. La personne qui m'écoute, elle est aussi dans sa vie. J'ai ces fautes de français, j'ai ces fautes de liaison, j'ai ces mots où je bafouille dessus parce que je veux en dire un, mais en fait, c'en a un autre qui sort. Mais le naturel et ma façon de faire les choses, peut-être aussi la façon que les gens me percevoir, fait que mes fautes de français, même pour des gens qui sont dans mon entourage, mais qui sont plus qu'à cheval sur la langue française et sur les mots, etc., en fait, me le disent. Mais en fait, c'était chiant parce que ça passe normal, quoi. Voilà. J'essaye d'être le plus vrai possible et d'être le plus moi possible. Je pense que pour que les gens puissent accepter notre empathie et puissent accepter qu'on les écoute et nous parler, on doit être nous. Après, j'ai des collègues, non, qui eux séparent bien les choses, c'est-à-dire qu'ils sont le personnage radio et le personnage dans leur vie. Par contre, si j'ai envie de parler d'un livre ou de parler d'un tableau ou de parler d'un paysage que j'ai vu, je vais le faire parce que c'est des choses que dans ma vie je fais. Les mots servent à faire passer des messages et peut-être aussi faire naître la réflexion chez certains. Le courage, c'est d'être soi, finalement. C'est ça. Et c'est des fois le plus dur. À vivre de la radio et professionnel de la radio, allez, en France, on doit être 4 ou 5 000. Une grosse partie de ces gens sont des timides. Être sur une scène, prendre un micro, j'ai aucun problème avec ça parce que je suis dans mon activité. Là, je suis, je suis un peu moins dans ma zone de confort parce que d'habitude, je pose des questions. Voilà. c'est un peu l'inverse, voilà. Et beaucoup sont timides et beaucoup d'animateurs radio sont timides. Certains artistes sur ma carrière que j'ai pu recevoir sont des timides, mais incroyables. Et certains ont une réputation d'être des gros cons, mais c'est pas du tout. C'est qu'ils sont tellement timides qu'ils sont ultra fermés, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont sur scène, ils chantent, sortis de scène, parce qu'ils ont peur, tout simplement. J'ai un respect phénoménal pour ces gens qui viennent sur scène et ils sont seuls devant... Moi, j'ai de la musique, j'ai des jingles, j'ai plein de choses. Entre 4 voilà, j'ai plein de choses pour me cacher. Voilà. Et ces artistes, qui parfois sont timides, qui arrivent sur scène, ils ont un micro. C'est-à-dire qu'en fait, les 3, 4, 5, 6 000 personnes qui sont là, leurs yeux ne sont que sur cette personne-là. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'échappatoire. J'ai un artiste où j'ai été faire son interview, je ne citerai pas son nom, Arculon, parce que je me suis dit, mais j'avais cette image du mec, voilà. Et en fait, je me suis aperçu que le mec était hyper timide
et que c'est ça qui faisait ce côté très froid, très hautain, et puis après un verre de Bourgogne et deux, trois bêtises, bah voilà, j'ai appris qu'il était hypocondriaque, que sa sœur était infirmière, qu'à chaque fois qu'elle le voyait, elle se foutait de lui en lui disant « T'as une sale mine, toi, en ce moment. » Et en fait, il est sorti de sa représentation d'artiste en interview avec un animateur. Il est devenu lui, celui qu'il est, avec une autre personne. Et en fait, il s'est lâché. C'est ça qui est merveilleux, je trouve. Et moi, ma façon de travailler, elle est là. Je m'intéresse plus à ce qu'il puisse imaginer qu'on est en train de discuter à une terrasse d'un café, plutôt qu'avec des micros, etc., etc. Mais qu'est-ce que tu as appris sur l'homme, enfin l'homme, la femme, l'être humain en tant que tel? il est bienveillant. Et en fait, sa non-bienveillance, ça n'est que d'image. Toujours pareil, aujourd'hui, on est dans des castes. C'est-à-dire qu'on doit penser comme ça, on doit dire comme ça, on doit faire comme ça. Et on le fait parce que si on n'est pas comme ça, on le voit en politique, c'est compliqué d'avoir des idées à gauche, à droite, au centre, au milieu. C'est hyper compliqué. Vous êtes catalogué, alors qu'il peut y avoir des petites choses bonnes un petit peu partout, mais c'est hyper compliqué de le dire. En fait, les gens ont tellement peur, mais c'est dû aussi aux réseaux sociaux. Moi, je le vois en studio, quand les gens se prennent une photo pour mettre... Je suis passé à la radio, ils en prennent 10, quoi. Mais les gens, ils sont vraiment dans cette représentation-là. Et donc, en fait, dans cette espèce de complexité de représentation, ils ont plusieurs relations avec plusieurs personnes qui, eux, pensent ça, d'autres pensent ça. Donc, ils essayent d'être un petit peu dans tout le monde, là, avec tout le monde. Et en fait, à la fin du compte, il n'y a plus de personnalité, il n'y a plus d'identité, et il n'y a plus de conviction. Il y a des revendications, mais il n'y a plus forcément de conviction. On sent l'homme de conviction derrière. Ah oui, non, mais complètement. À la radio, j'ai ce droit de réserve. Parce que c'est pareil, sur les réseaux, moi le premier, sur les réseaux sociaux, je bannis systématiquement les gens qui font des allusions politiques. Quand j'ai des interviews, ça vient souvent quand j'ai des élus de tous bords. Si on parle d'un événement, je sais que cet événement, si je ne maîtrise pas l'interview, on va dévier sur on a fait, les autres n'ont pas fait. Alors que ce n'est pas le sujet. Voilà. Et les gens, ils sont systématiquement dans tout ça. Moi, j'ai des convictions. Mais c'est pareil, c'est des convictions qui sont très compliquées à assumer parce qu'on est soit trop écolo, soit trop facho, soit pro machin, pro truc. Enfin, et c'est compliqué. Et les jeunes, c'est encore plus compliqué parce qu'ils ont ceux qui sont vraiment liés au TikTok, parce que voilà, tu le disais, on a dans cette salle, on a commencé avec des téléphones où il fallait tourner les touches. C'est ça. Oh, peut-être certains où il fallait appuyer sur un truc quand même. Mais aujourd'hui, ouais, enfin, ça va et d'une tellement vite, c'est qu'il n'y a plus de réflexion. C'est-à-dire qu'on est dans l'instant, il se passe un truc et il faut qu'on soit pour, soit contre ça. Ce qui me gêne le plus, et je le dis aux parents qui peuvent nous écouter, c'est nous parents, d'éduquer nos enfants à s'instruire. C'est pas l'école. Il faut qu'on puisse leur donner cet esprit de recherche, d'information, de les instruire par la lecture, par des discussions, par de l'histoire, par un tableau, voilà. On a depuis 5-6 ans des faits d'actualité où tout le monde sort des trucs sans connaître une seule seconde l'histoire. Avec des aberrations qui sont reprises et qui deviennent des choses qui sont actées, mais qui n'ont rien à voir avec l'histoire. J'entendais le pape est mort le lundi de Pâques, j'entendais un homme politique ne pas trouver normal que le président français aille au Vatican pour l'enterrement, parce que le président doit être laïque. Et le mec, qui est un homme politique aussi, député, est-ce qu'à un moment donné, il a eu cette culture de se dire que le Vatican c'était un État et que le pape était un chef d'État? Enfin, c'est ce type de truc qui est pour moi gênant. Comment tu vois le monde là dans quelques années? Je vais pas être pessimiste,
Je suis quelqu'un de très objectif. J'ai l'espoir que ces gens-là puissent s'ouvrir l'esprit et inculquer ça à leurs enfants qu'effectivement, ils puissent, à un moment donné, dire à leurs enfants, faites ce que vous avez envie de faire, ne faites pas ce métier-là parce que, allez où vous avez envie d'aller, pas parce que tu as fait tes études, il faut que tu ailles machin. Non, non, faites ce que vous avez à faire. Réfléchissez en âme et conscience, pas en fonction d'une conscience collective. Et par rapport à ton métier, Je suis hyper positif. Tout le monde passe son temps à dire les gens n'écoutent plus la radio. Aujourd'hui, la radio, c'est 300 millions d'écoutes par jour. Les streams, c'est zéro. Enfin, je crois que ça doit être 18% de l'écoute musicale. Je parle de la musique, hein. 18% de l'écoute musicale. Si les chaînes d'infos font en moyenne confondu 7 à 8 millions de téléspectateurs, c'est que les gens ont besoin d'aller chercher de l'info aussi. Certaines radios ont opté pour faire de la télé filmée. Je ne suis pas le partisan de ça, pas parce que je suis réac, mais parce que en fait, la radio, c'est la radio, la télé, c'est la télé. Enfin, la radio est devenue un modèle économique, donc il faut vendre, et il faut vendre de la pub, parce qu'on n'est pas le service public pour le coup, et que il faut payer. Une radio comme celle que je représente, il y a 90 salariés, 45 fréquences, et ça coûte beaucoup d'argent. Voilà. après, c'est ce que tu mets à l'intérieur qui est important. C'est ça, c'est ça. Voilà. C'est comment tu défends. C'est ça. Donc après, économiquement, il y a des obligations aussi. Voilà. Mais, très bien si on était un monde de troc. Voilà. Mais Pour l'instant, on n'y est pas. Mais comme disait, je crois que c'est Bernard Tapie, qui avait dit une fois, il s'était pris la tête avec un économiste voilà, qui pensait, et Bernard Tapie il disait que sur une île, vous mettez 3 personnes, à un moment donné, il y en a un qui donnera des ordres, et un qui dira à l'autre, n'oublie pas de faire ce que celui-ci a dit. C'est la nature humaine. Enfin, il y a eu de tout temps, Néandertal, il y a eu un chef de... il y a toujours eu, voilà, qui chassait les mammouths, il y avait un chef qui disait, toi tu vas là-bas, toi tu vas là-bas, toi tu vas là-bas. Après la mondialisation, certains sont contre la mondialisation, aujourd'hui elle existe, et on doit s'adapter et la faire vivre du mieux possible, parce qu'on ne va pas revenir à l'âge de pierre où on va pas à plus de 40 km, quoi, parce qu'il y a encore une centaine d'années, les gens, leur plus grand trajet était d'aller à 200 km de chez eux. Ils ne connaissaient pas le reste du monde. Aujourd'hui, on visite et on va partout sur la planète, même si j'estime que quand on va à Paris, plutôt que d'aller regarder le Louvre avec une réalité virtuelle sur son ordinateur, c'est peut-être plus intéressant de payer 15 € et d'aller visiter le Louvre. Ça, c'est un avis qui est personnel. Mais c'est aux parents de le faire. C'est quelle vision, quel monde on a envie de défendre de toute façon. C'est ça. L'ouverture au monde est un principe fondamental pour devenir. C'est avec ça qu'on avance. Je pense qu'il faut s'ouvrir au monde et sans restriction et sans a priori. Et après, on prend ou on ne prend pas. Voilà. Le but du jeu, c'est de se dire on prend ou on ne prend pas. Merci Philippe. Avec grand plaisir.